le soir, toujours les devoirs. Il est 17h30, ton enfant vient de rentrer. Il a posé son sac, il a grignoté quelque chose. Et maintenant, il est là, affalé sur le canapé, les yeux dans le vague. Et toi, tu regardes l'heure, tu penses aux devoirs. C'est ce que si tu attends trop, ça va être encore plus difficile. Mais si tu le brusques maintenant, ça va partir en vrille. Alors, tu attends, encore un peu, et puis tu te lances. Allez, on fait les devoirs et ça repart. Chaque soir, la même scène. Pas le matin, pas le week-end, enfin, pas pareil. Toujours le soir, toujours après l'école, toujours à ce moment-là. Et toi, tu te demandes pourquoi. Pourquoi c'est difficile à ce moment précis? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les devoirs? Aujourd'hui, je vais te répondre. Et la réponse va te surprendre. Parce qu'elle n'est pas dans le comportement de ton enfant, elle est dans son cerveau. Je m'appelle Kadi, enseignante de maternelle depuis 20 ans, orthopédagogue et conseillère en éducation en neuroatypie et maman de 2 enfants concernés. Bienvenue dans Apprentissage sans frontières. Dans les 2 premiers épisodes, on a parlé du refus, ce qu'il est vraiment et les 5 visages qu'il peut prendre. Aujourd'hui, on va plus loin. On va comprendre pourquoi le soir est le moment le plus difficile pour les apprentissages. Ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant après une journée d'école. Et pourquoi forcer à ce moment-là ne peut pas fonctionner. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que la biologie s'y oppose. On commence? Alors, je vais te parler de quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'apprenne pendant mes 5 années d'études. Quelque chose de simple, de scientifiquement documenté et qui change absolument tout, tout à la façon dont on accompagne les enfants. Ça s'appelle la fenêtre d'apprentissage. Le cerveau n'est pas disponible pour apprendre à n'importe quel moment. Il y a des moments où la fenêtre est ouverte, où le cerveau est dans un état d'activation optimale. Ni trop calme, sinon il s'endort, ni trop activé, sinon il est en mode surpris. Un juste milieu, une zone de disponibilité cognitive. Et c'est seulement dans cette zone que l'apprentissage est possible. En dehors, tu peux donner la meilleure consigne du monde avec la voix la plus douce, dans l'environnement le plus calme. Ça ne rentrera pas. Maintenant, voilà ce qui se passe pour ton enfant pendant une journée d'école. Il se lève, il se prépare, il gère la transition maison-école. Il arrive en classe, il doit s'adapter au groupe, aux règles, au bruit, à l'enseignant. Il travaille, il inhibe ses envies de bouger, de parler, de regarder par la fenêtre. Il gère les récréations, les relations sociales, les conflits, les codes implicites. Il déjeune à la cantine. Bruit, transition, monde. Il recommence l'après-midi. Et pendant tout ce temps, son cerveau dépense de l'énergie. Pas seulement pour apprendre, mais pour le reste. Pour un enfant neuroatypique, une journée d'école représente une charge cognitive importante. Pour un enfant neuroatypique, TSA, TDAH, hypersensible 10, cette charge est 2 à 3 fois plus élevée. Parce que toutes les choses que les autres font automatiquement, filtrer les bruits, lire les expressions des visages, gérer les transitions, inhiber les impulsions, lui, il le fait consciemment, avec de l'effort, avec de l'énergie, tout le temps. Et quand il rentre à la maison, sa fenêtre d'apprentissage est fermée. Pas entrouverte, pas à moitié fermée. Son cerveau n'a plus de ressources pour traiter de nouvelles informations, résoudre des problèmes, maintenir sa concentration. Ce qui reste, c'est juste assez pour survivre au reste de la journée. Alors, quand tu arrives avec les devoirs à 17h30, tu arrives au pire moment possible. Pas parce que tu fais mal les choses, parce que son cerveau ne peut plus. Et la résistance que tu vois, les pleurs, l'agitation, c'est son système nerveux qui dit stop, je n'ai plus rien à donner. Quand j'ai compris ça, ça m'a changé, pas seulement comme professionnelle, mais comme maman. Parce que j'arrivais moi aussi le soir avec mes attentes, mes horaires, ma propre fatigue. Et je demandais à mes enfants un effort qu'ils n'avaient plus la capacité de fournir. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était de la biologie. Il y a quelque chose que les parents me disent souvent. Mais Kadi, il n'a pas l'air fatigué, il joue, il court, il rit. Comment il peut jouer et pas faire ses devoirs? Et c'est une question tout à fait légitime. Parce que ce qu'on voit, c'est un enfant plein d'énergie, qui saute sur le canapé, qui court après le chien, qui rit avec ses frères et sœurs. Et on se dit, il n'est pas fatigué, il ne veut juste pas travailler. Mais voilà ce qu'on ne voit pas. Il y a 2 types de fatigue. La fatigue physique, celle du corps qui se voit, et la fatigue cognitive,
celle du cerveau qui ne se voit pas. La fatigue cognitive, c'est l'épuisement des ressources mentales, la capacité à se concentrer, à planifier, à inhiber, à mémoriser, à réguler ses émotions. Et cette fatigue ne se voit pas de l'extérieur. Un enfant peut être complètement épuisé cognitivement et avoir encore de l'énergie physique à revendre. Parce que le corps et le cerveau ne se fatiguent pas au même rythme, ni de la même façon. Et voilà ce qui se passe quand un enfant revient de l'école et joue. Il ne triche pas, il ne prouve pas qu'il pourrait faire ses devoirs s'il le voulait. Il se régule. Le jeu libre, le mouvement, les activités plaisantes, c'est la façon dont son cerveau récupère. C'est sa recharge. Et si tu interromps cette recharge trop tôt pour passer au devoir, tu lui demandes de travailler avec un cerveau qui n'a pas fini de récupérer. J'ai eu une maman qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle me disait, mon fils, dès qu'il rentre, il fait du vélo dans le jardin pendant 1 heure. Et moi, je me ronge les ongles parce que les devoirs n'avancent pas. Et je lui ai dit, bah, c'est le vélo, c'est devoir. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Et je lui ai expliqué, le mouvement pour un TDAH ou un enfant hypersensible, c'est une nécessité neurologique. Ça régule le système nerveux, ça libère de la dopamine et ça recharge les ressources cognitives. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la préparation. Et quand son fils rentrait de son vélo, 30-40 minutes plus tard, il était infiniment plus disponible pour travailler qu'il ne l'aurait été si elle l'avait forcé tout de suite. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend jamais ça. On nous apprend que les devoirs, ça se fait après l'école. Que la règle, c'est rentre, goûte, travaille. Et personne ne nous dit que cette règle ignore complètement ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant à ce moment-là. Je vais te parler d'une hormone, le cortisol. Tu en as probablement entendu parler, l'hormone du stress. Et c'est exactement ça. Quand le cerveau perçoit une menace, réelle ou perçue, il libère du cortisol. Et ce cortisol a un effet direct sur les capacités cognitives. Plus le cortisol monte, moins le cerveau peut apprendre. Parce que le cerveau a une priorité absolue, la survie. Et tant qu'il est en mode survie, tant que le cortisol est élevé, les fonctions d'apprentissage passent au second plan. La mémoire se dégrade, la concentration chute, la planification devient impossible, la régulation émotionnelle s'effondre. Et voilà ce qui se passe pour ton enfant à l'école. Chaque interaction sociale difficile fait monter le cortisol. Chaque transition non préparée fait monter le cortisol. Chaque moment d'évaluation, même informel, fait monter le cortisol. Chaque stimulus sensoriel inconfortable fait monter le cortisol. Alors quand il rentre à la maison, son taux de cortisol est élevé plus. Et toi, tu arrives avec tes devoirs. Et des devoirs, même si chez lui, même si c'est avec toi, déclenchent aussi du cortisol. Parce qu'il l'associe à des expériences difficiles. Parce qu'il sait qu'il va devoir se concentrer alors qu'il n'en peut plus. Parce qu'il anticipe peut-être le conflit qui va suivre. Et là, le cortisol monte encore et le cerveau bascule en mode survie. Et dans cet état, apprendre est impossible. Pas difficile, impossible. C'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Maintenant, voilà la bonne nouvelle. Le cortisol redescend. Après du temps, avec de la sécurité, avec des activités qui régulent le système nerveux. Le mouvement, le jeu libre, la nature, la connexion avec un adulte bienveillant. Et quand le cortisol redescend, quand le cerveau sort du monde survie, la fenêtre d'apprentissage peut se rouvrir. C'est ça le secret du timing. Ce n'est pas une question de discipline, ce n'est pas une question de règles, c'est une question de biologie. Et si on travaille avec la biologie, pas contre la biologie. Alors la question que tu te poses probablement maintenant, c'est quand est-ce que c'est le bon moment? Et la réponse honnête, c'est ça dépend. Ça dépend de ton enfant, de son profil, de sa journée, de son état ce soir-là. Mais je vais te donner des repères. Pour la majorité des enfants, le timing optimal se situe entre 45 minutes et 1h30 après l'arrivée à la maison. Après une décompression, après un goûter, après un moment de mouvement ou de jeu libre. Pas immédiatement en rentrant. Et pas trop tard non plus, parce qu'après 19h, la fatigue globale prend le dessus. Pour un enfant TSA, il a besoin d'un rituel de décompression clair et prévisible, avant toute chose.
Pas de transition abrupte entre l'école et les devoirs. Un espace tampon toujours le même, toujours dans le même ordre. Rentrer, poser le sac, goûter dans le calme. Activité sensorielle de régulation et seulement après les devoirs. Et ça, c'est un rituel qui est rassurant pour lui. Pour un enfant TDAH, le mouvement est non négociable avant de s'asseoir. Vélo, trampoline, course dans le jardin, peu importe, mais le corps doit avoir bougé. Parce que le mouvement libère de la dopamine. Et la dopamine, c'est ce dont son cerveau a besoin pour se concentrer. Forcer un enfant TDAH à s'asseoir sans décharge motrice préalable, c'est comme essayer de faire démarrer une voiture sans carburant. Pour un enfant en surcharge sensorielle, l'environnement de décompression doit être calme, peu stimulant. Pas de télévision, pas de musique forte, pas de sollicitations multiples. Un espace où son système nerveux peut redescendre. Et pour toi, parce que ton état compte aussi, si tu arrives au devoir épuisé, stressé, avec la pression du temps, ton cortisol à toi aussi monte. Et il est contagieux. Les enfants captent l'état émotionnel des adultes qui les entourent. Ce n'est pas une métaphore, c'est neurologique. Ça s'appelle la co-régulation. Et ça veut dire que ta propre régulation est le premier outil que tu offres à ton enfant. On en parlera beaucoup plus en phase 2. Je ne vais pas te donner un protocole en 10 étapes. Pas encore. Parce qu'on en est encore en phase 1. On observe, on comprend. Mais voilà 3 choses simples que tu peux mettre en place dès ce soir. Première chose, observer sans intervenir. Quand ton enfant rentre, regarde-le vraiment. Quel est son état? Est-il agité, silencieux, en larmes, euphorique? L'état dans lequel il rentre te dit quelque chose sur sa journée et sur le temps dont il aura besoin pour récupérer. Note-le sur un bout de papier ou dans un cahier, c'est encore mieux. Deuxième chose, donne du temps avant de demander. Pas d'aborder les devoirs dans les 30 minutes, même si l'agenda est chargé, même si tu es pressé. Laisse son cerveau atterrir. 30 minutes de décompression peuvent transformer une soirée de conflit en soirée possible. Troisième chose, surveiller ton propre état. Avant d'aborder les devoirs, pose-toi une question. Comment je suis là maintenant? Suis-je calme, disponible ou je suis en train de transmettre ma propre tension? Parce que la façon dont tu entres dans ce moment-là compte autant que le moment lui-même. Voilà pour cet épisode. On a parlé de la fenêtre d'apprentissage, de la fatigue cognitive, du cortisol et du timing. Pas pour te donner une règle, pour te donner une compréhension. Parce que quand tu comprends ce qui se passe dans le cerveau de ton enfant, à ce moment-là, tu ne lui en veux plus. Et ne plus en lui en vouloir, c'est déjà changer la dynamique. La semaine prochaine, on ferme la phase 1. Je vais te raconter quelque chose de personnel. Une histoire qui m'a appris ce que le refus protège vraiment. Pas dans un livre, pas en formation. Dans ma propre maison, avec mon propre enfant. Ce sera l'épisode 4. Ce sera un format un peu différent, plus intime, plus personnel. Je t'y attends. La grille d'observation de cette semaine est disponible. En description, elle te pose 3 questions simples à observer chaque soir sur l'état de ton enfant à l'arrivée, le temps de décompression et l'état dans lequel il entre dans les devoirs. Et si cet épisode t'a aidé, partage-la à une maman qui se bat avec le timing des devoirs chaque soir. On est beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. À la semaine prochaine.